Oui. Voilà, je vois que tout le monde ou presque a pu reprendre place et a pris le temps de couper en tout cas la sonnerie de son GSM, je vous en remercie. Nous allons donc passer à la deuxième partie de ce séminaire, deuxième partie qui sera un peu plus brève que la première puisque nous n'aurons que trois témoignages d'entrepreneurs. Et nous allons commencer par le représentant d'une très grande marque, une grande marque multinationale, puisqu'il s'agit de Decathlon, avec Alexandre Welge. Mais Alexandre Welge, il est de chez nous, il est bien belge francophone. Il est entré chez Decathlon en 2008 comme responsable de rayon et il est monté en grade. Il a dirigé 2 Decathlon successivement en Belgique, puis un en Allemagne, près de Stuttgart. En Allemagne, il a développé un concept innovant de petits magasins en centre-ville omnicanaux. On a vu tout à l'heure ce que c'était omnicanal. Depuis 2018, il est responsable de l'e-commerce de Decathlon en Belgique et c'est une activité qui, depuis 2018, l'e-commerce de Decathlon a triplé son chiffre d'affaires. Donc je n'ai pas besoin d'en dire plus pour vous convaincre de l'écouter attentivement. Donc, merci beaucoup pour l'introduction et un grand merci aussi pour l'invitation. Oui, donc je vais vous parler de Decathlon et plus particulièrement du trajet e-commerce digital que nous faisons au sein de Decathlon et je vais essayer de zoomer sur les grands enjeux, les grandes questions qui nous tiennent éveillés tous les jours. Je vais quand même peut-être commencer, si je parviens à passer. Oui. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu de contexte sur l'entreprise Decathlon. Ensuite, on en a déjà pas mal parlé aujourd'hui, mais je vais vous parler de l'omnicanalité pour Decathlon. Les enjeux de la logistique, je pense qu'il y a des vraies questions sur la logistique. Moi, je vais vous parler beaucoup de ce qui nous anime particulièrement fort en ce moment, c'est passer d'un business model linéaire où nous vendons uniquement des articles neufs vers un modèle beaucoup plus circulaire, un modèle plus vertueux pour la planète aussi. Et ensuite, notre projet qui est en marche pour devenir la plateforme du sport en Belgique. Et donc vraiment multiplier les expériences sur notre plateforme, bien plus large en fait qu'un simple e-commerce. Decathlon, donc c'est une chaîne de magasins de sport qui est née dans le nord de la France en 1976. Le concept, c'était de créer un magasin beaucoup plus grand à l'époque que tous ses concurrents et qui avait comme promesse de mettre plus ou moins tous les sports sous un même toit. Assez rapidement, notre fondateur a eu, je pense, l'audace de non seulement dire on est des magasins, des retailers de sport, mais aussi nous concevons nos propres produits. Je pense que c'est ce qui fait la particularité de Decathlon aujourd'hui. Vous voyez vraiment un des premiers croquis du premier vélo Decathlon. Et alors, par exemple, la tente seconde que vous connaissez peut-être, c'est une innovation qui date pas d'hier, qui date depuis 2005, mais qui a révolutionné le marché de la tente. Et je pense que vraiment, ce qui fait la particularité de Decathlon aujourd'hui, c'est de réinventer en permanence le marché du sport et de proposer des innovations.
Bon, aujourd'hui, Decathlon a bien grandi. Vous voyez un petit peu une carte du monde. On est présent sur plus de 50 pays dans le monde, avec évidemment une très très forte présence en Europe. Et on doit le préciser, beaucoup plus de difficultés pour nous à percer en Amérique du Nord et avec des questions très 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 compliquées sur la Chine notamment aussi. Alors en Belgique, c'est plus simple. Decathlon, on est leader du marché sur le marché du sport en Belgique. On compte une trentaine de magasins. On a un entrepôt à Willebroek de 60 000 m². Et puis évidemment, nous sommes depuis 2012 un site web et une application. Alors quand on parle d'omnicanalité, moi je pense que le premier rôle en 2012, quand on a créé l'e-commerce, c'était en effet de rendre l'offre disponible, en fait, de rendre l'offre disponible en ligne avec cette possibilité de faire en sorte que le client puisse s'informer et venir en magasin. Alors je pense qu'on en a déjà pas mal parlé, mais aujourd'hui encore, le 70% de nos clients, alors que nous sommes une enseigne quand même déjà assez bien connue et qu'on a des clients qui font en moyenne 4 achats par an chez nous, encore 70% des clients viennent d'abord sur le site avant d'aller en magasin. Et alors un chiffre quand on parle d'omnicanalité qui est très important je trouve, c'est que 25% de notre business digital, on le réalise réellement dans le magasin physique. Donc c'est un client qui s'est déplacé dans un magasin et qui est rentré en contact avec un de nos collaborateurs et que probablement il n'a pas trouvé l'offre physique qu'il recherchait et donc il va passer avec le collaborateur sur le smartphone du collaborateur, il va passer une commande digitale en vue de se faire livrer en ligne ou en click and collect. Donc vraiment un quart du business digital de Decathlon est fait dans les magasins physiques. Et ensuite, même si le client ne s'est pas dirigé au magasin, est resté calmement chez lui, un tiers de ses commandes passe par le click and collect, où régulièrement nous voyons qu'en plus de réceptionner sa commande, il vient éventuellement encore faire un autre achat physique en même temps. Donc vraiment, l'illustration que je veux faire ici, elle est tout à fait en ligne avec ce qu'on avait entendu ce matin. C'est vraiment cette capacité en fait à faire en sorte que le digital profite au magasin et que les magasins profitent au digital. Et je crois que tout l'enjeu aussi, c'est pour nos collaborateurs, faire en sorte qu'on se sente vraiment dans un mindset omnicanal et que ce soit en magasin ou en ligne, on travaille tous dans la même direction et on est vraiment customer-centric. On essaye de proposer la meilleure solution aux clients. C'est évidemment probablement plus simple quand vous avez des magasins intégrés d'avoir un mindset complètement omnicanal. Je vais vous parler de logistique qui, on en a parlé ce matin aussi, qui est le nerf de la guerre. Alors la première chose, c'est que depuis le début, nous, on sent que pour pouvoir notamment être compétitif par rapport aux grandes plateformes, les délais de livraison sont particulièrement importants. Nous, aujourd'hui, Decathlon, on a 2 entrepôts. On a un entrepôt à Willebroek que je vous ai montré tout à l'heure. Malheureusement, l'automatisation, donc pour tout ce qui est commandes standards, donc les dimensions standards, on a toutes nos commandes qui passent, en tout cas pour le home delivery, via un entrepôt hollandais qui est situé à Tilburg. C'est un entrepôt Decathlon et qui, lui, est 100% automatisé. La raison a été qu'aux Pays-Bas, ils ont eu plus de facilité à obtenir 3 shifts de travail et que l'automatisation nécessite des très gros volumes. Et donc ça a été la raison pour laquelle nous travaillons avec notre entrepôt des Pays-Bas pour toutes nos commandes standards. Ensuite, je crois qu'il y a une vraie question dans l'e-commerce sur les frais de livraison. Mais souvent, on voit les pure players qui proposent des frais de livraison gratuits. Donc nous, on doit admettre qu'on a fait beaucoup de va-et-vient et qu'on a été à un moment 100% gratuit. Donc n'importe quelle commande que vous passiez sur notre site web était gratuite. Même si vous commandiez une paire de chaussettes à vous faire livrer à domicile, une paire de chaussettes qui coûtait 2 €, vous pouviez vous la faire livrer gratuitement. Donc je pense que heureusement, on a mis fin à ça et aujourd'hui, on travaille comme beaucoup de site web avec un seuil à atteindre avant de recevoir la livraison gratuite. On a également énormément expérimenté sur tout ce qui est les livraisons vertes. Vous voyez un cargo vélo Decathlon. Alors évidemment, c'est notamment le Covid qui nous a donné plein d'initiatives. Les magasins étaient fermés dans un premier temps, donc on a commencé à livrer nos clients avec des vélos parce qu'il y avait encore du stock évidemment dans nos magasins, mais on ne pouvait pas ouvrir nos magasins.
mais on a force est de constater sur les livraisons vertes aussi qu'on n'a pas encore trouvé réellement le modèle derrière, donc c'est encore beaucoup en phase d'expérimentation. Par contre, nous, on collabore depuis de longues années avec Bipost et je pense que c'est par là que ça passe aussi. C'est des partenariats de long terme avec nos transporteurs pour trouver des solutions de plus en plus durables. Les retours, les retours, c'est également un élément très important de l'e-commerce. On en parlait tout à l'heure aussi. Déjà, nous, on a l'avantage que plus de la moitié de nos retours sont retournés en magasin, ce qui facilite quand même beaucoup. Et la deuxième difficulté à laquelle on faisait face, c'est qu'à l'époque, quand il y a des produits qui revenaient, vous aviez un tapis de course qui revenait, un client qui n'était pas satisfait, qui n'avait pas réussi à le brancher. On avait tout le mal du monde à remettre tous ces articles en ligne. Donc nous, on s'est attaqué à ça et aujourd'hui, on a une petite cellule dans notre entrepôt qui remet en état tous les produits qui reviennent et on a la grande satisfaction que nous ne jetons plus de produits, mais que nous remettons l'entièreté de nos retours en ligne. Ce qui paraît évident, mais qui ne l'était absolument pas par le passé. Et puis les modèles circulaires, je pense qu'on va beaucoup en parler parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est là réellement que ça se joue et je vais vous en parler plus en détail. Donc voilà, ici vous voyez un VTT, bon j'ai pris qu'une partie de la fiche produit, mais un VTT que nous vendons chez Decathlon, d'ailleurs un VTT plutôt haut de gamme. Et vous voyez la fiche produit aujourd'hui et la direction que nous sommes en train de prendre. Donc ce vélo, évidemment, traditionnellement, il est accessible à la vente comme produit neuf. Mais aujourd'hui, nous avons également proposé une location sur ce vélo. Nous proposons également, si ce vélo nous a été retourné par un client, de le racheter. Donc sur la même fiche produit, vous voyez le produit neuf, mais vous avez éventuellement une option, si vous êtes intéressé, pour racheter ce même produit en occasion à un prix réduit, bien entendu. Et nous vous proposons également de vous racheter ce produit. C'est ça, je crois, tout le côté circulaire, c'est que nous devons trouver cette possibilité de devenir beaucoup plus circulaire dans notre approche. Vous savez, nous sommes une multinationale qui produit régulièrement à l'autre bout du monde, donc je pense que notre impact écologique est très important. Aujourd'hui, je crois que notre plus gros enjeu est de transformer notre business model vers un modèle plus circulaire. Alors, Noltaket, c'est peut-être que vous l'aviez vu, c'est Noltaket, en fait, c'est Decathlon renversé, c'est donc nous renversons la façon de voir le shopping, ou en tout cas c'est une de nos intentions, c'est de dire aujourd'hui, depuis notre création, nous vendons des produits à nos clients. Aujourd'hui, notre intention est de racheter les produits de nos clients en vue de les remettre en vente. Donc c'était ça le sens de cette action Decathlon, c'était de renverser la logique. Et alors nous travaillons sur des projets qui me semblent particulièrement importants, notamment les vélos enfants. Vous savez que les enfants changent régulièrement de taille et donc beaucoup de nos clients, malheureusement, encore doivent chaque fois, on va dire une fois tous les 2 ans, racheter un nouveau vélo, ce qui est pour moi aussi une aberration. Et donc nous sommes en train de travailler sur un système d'abonnement où vous pouvez suivre en fait l'évolution de votre enfant et changer de vélo à chaque fois que sa taille l'oblige. C'est vraiment sur ce type de stratégie que nous travaillons aujourd'hui. Et donc quand je disais que nous avons peut-être la partie de l'e-commerce automatisé qui est partie aux Pays-Bas. Ce que nous voyons apparaître plutôt dans notre entrepôt aujourd'hui à Willebroek en Belgique et où se situent les réelles opportunités, je pense, en termes d'emploi, en termes de transformation de nos métiers, c'est notamment sur tous ces domaines circulaires. Je vous prenais l'exemple de la location. Quand les produits reviennent de la location, vous devez les remettre en état, vous devez les désinfecter et tout ça crée en fait des tout nouveaux process logistiques, en tout cas que nous ne maîtrisions pas au sein du même entrepôt. Et donc moi, je suis très... et potentiellement, je sens que l'opportunité vraiment pour aller beaucoup plus loin dans... notamment la logistique, et peut-être pas directement l'automatisation, mais plutôt via ce type de modèle qui me paraissent particulièrement importants. Je regarde juste là. Nous avons... Nous avons également, depuis un peu plus d'1 an, Decathlon est devenu une marketplace. Alors vous comprenez le principe de la marketplace. Ce qu'on a voulu faire, nous aussi aujourd'hui, c'est qu'en Belgique, on a voulu profiter de notre notoriété et du trafic que nous avons. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, Decathlon.be, c'est 35 millions de sessions par an. Donc ce n'est pas des utilisateurs uniques, mais c'est bien 35 millions d'adresses qui se connectent à notre site web par an. Et donc on a voulu profiter en fait de cette notoriété pour
inviter, proposer à d'autres marques, en mode marketplace, de venir vendre leurs produits sur notre site. Alors ça crée évidemment une offre beaucoup plus large, ça crée pas mal de difficultés aussi pour le client par moment pour bien s'en sortir. Mais en fait, quand on parle de marketplace, notre volonté est d'aller beaucoup plus loin que uniquement une marketplace de produits. La marketplace va nous permettre de réaliser la vraie vision que nous avons pour Decathlon en Belgique. Et la vision de Decathlon en Belgique, c'est de mettre un maximum de Belges au sport. Et évidemment, mettre les Belges au sport, c'est à travers des produits à des prix compétitifs et des produits attractifs, mais c'est évidemment aussi à travers des services. Et donc, aujourd'hui, nous commençons l'expérimentation de vendre des voyages sportifs sur notre site web, vendre des expériences sportives. Vous pouvez vous inscrire pour une course de running et derrière, évidemment, créer tout un écosystème avec toutes les plateformes qui vont avec. Donc, notre volonté, en fait, c'est d'inviter un maximum d'acteurs dans le monde du sport en Belgique à rejoindre notre plateforme pour venir y proposer leur singularité, l'expérience qu'ils peuvent proposer là-dessus. By the way, la marketplace, comme on est en train de la créer en Belgique, elle est créée en Belgique et aujourd'hui elle est dupliquée dans les autres pays Decathlon. Donc c'est plutôt la Belgique qui est moteur sur ce projet-là et nous y voyons un avenir très très intéressant en tout cas pour proposer une expérience du sport 360 degrés. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Il y aura peut-être des questions après. Merci à Monsieur Welch. J'ai personnellement trouvé ça extrêmement passionnant. Voilà, ça m'a ouvert des tas d'horizons, des tas de réflexions. J'ai des petits vélos dans la tête. Je commence déjà à faire du sport dans mon cerveau, c'est très bien. On va descendre d'un étage en termes de volume d'entreprise. Et comme je travaillais à l'UCM, ce n'est pas une critique de ma part, loin de là. Et nous allons nous intéresser à une entreprise familiale belge avec Maxime Meckers. Maxime Meckers est fort jeune, mais il a un long passé derrière lui, puisque c'est la 4e génération à la tête d'une affaire qui roule, qui s'appelle Tricobel. Vous connaissez peut-être mieux sous le nom, ils ont 2 activités commerciales principales, sous le nom d'Espace Mode, 10 magasins en région wallonne, et sous le nom également des vêtements Signe Nature, qui sont écoulés dans 300 magasins revendeurs de la marque, donc une marque qui a une longue histoire et un présent bien ancré dans l'e-commerce. Monsieur Meckers. Voilà, bonjour à tout le monde et merci aussi de nous avoir invités. C'est un réel plaisir de pouvoir venir discuter de ce sujet e-commerce. On n'a pas souvent l'occasion d'en parler avec d'autres acteurs du terrain, vu qu'on n'est pas, comme on l'a vu tout à l'heure, super nombreux en Wallonie à faire une activité e-commerce. Donc voilà. Je vais aussi commencer par un petit peu de contexte. Comme ça a été dit lors de la présentation, Tricobel, c'est un groupe 100% familial. On est actif, on a commencé nos activités dans la province de Liège, dans le village d'Aubel. C'est là d'ailleurs que notre premier magasin Espace Mode a ouvert ses portes il y a maintenant 35 ans, en 1988. Et c'est là aussi qu'on avait avant notre siège social. Donc, je vais illustrer ça par quelques photos. Ça, c'était notre premier magasin Espace Mode rue de Bâtisse à Aubel. Avant, on faisait de la publicité encore sur les bus. Si aujourd'hui, on me proposait de débloquer du budget pour faire de la publicité sur les bus, je ne suis pas sûr que je donnerais mon accord, mais voilà. Ça, c'était notre premier siège social également à Aubel. Alors, aux alentours des années... Enfin, c'était en 2011, on a construit ce nouveau bâtiment dans le zoning des Plaines à Timistère-Clermont. C'est à cet endroit-là que l'on a toutes nos activités de support. Donc derrière, il y a un grand hall logistique. Et dans le bâtiment, là-bas, on y retrouve nos showrooms de la marque Signe Nature, nos activités de support, donc le service informatique, le service marketing, RH, finance, et également notre service e-commerce dont on va un petit peu parler aujourd'hui. Et donc, on parlait d'une entreprise familiale. Voilà, je suis sur la photo accompagné de mon père,
à gauche et de mon grand-père au milieu qui n'est maintenant plus actif dans l'entreprise. Mais voilà, c'était il y a quelques mois, au mois de septembre, à l'ouverture de notre magasin d'Auvelais, après quelques semaines de rénovation. Aujourd'hui, on emploie plus ou moins 165 collaborateurs voilà, répartis sur la Wallonie, vu que les magasins sont assez dispersés, je vais dire, sur la Wallonie. On est moins présent dans la province de Charleroi. On a en fait 6 magasins dans la province de Liège. On vient d'en ouvrir 2 récemment à Nu et à Nandrin, qu'on est en train de refaire actuellement complètement et qui va réouvrir ses portes fin du mois de juin. On a 2 magasins dans la province de Namur et 2 dans le Brabant wallon. Alors, ici, quelques photos d'illustration quand même de notre concept Espace Mode, parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Au niveau de notre marque Sinu Nature, on ne s'est pas encore lancé dans l'e-commerce B2C. On a une activité B2B qui est déjà présente, mais voilà. Aujourd'hui, on va se concentrer sur notre activité Espace Mode. Quelques photos d'illustration pour bien expliquer notre concept de magasin. Donc ça, c'est le nouveau magasin qu'on vient d'ouvrir à Anu il y a quelques mois. Alors notre concept au niveau d'Espace Mode, nos magasins physiques, c'est quoi? Ce sont des magasins qui ont une superficie commerciale entre plus ou moins 1000 m² et 1600 m² pour notre plus grand magasin. On a une offre complètement familiale, vu qu'on a une offre pour les dames, pour les hommes, mais également pour les enfants, et une offre accessoire. On souhaite voilà, accueillir nos clients dans des espaces assez confortables. Donc on va travailler au niveau de l'aménagement intérieur nos magasins. On a un coût au mètre carré au niveau de l'aménagement qui est quand même important. Mais la raison, c'est que nous, on est convaincus que l'avenir du commerce physique, en tout cas, il passe à la fois par la digitalisation et par toute une série de services qui vont être en lien avec le digital dont on va parler juste après. Mais clairement, on doit proposer une expérience en point de vente et cette expérience, elle passe à la fois par un aménagement intérieur qui est de qualité, mais également par conseil et par une offre de marchandises qui est quand même représentative et qui est également présentée de la meilleure manière possible. Voilà, ici par exemple, on voit aussi que pour accueillir tout le monde de manière confortable, on a à chaque fois des zones de divertissement, de loisirs pour les enfants, ainsi que des zones de détente pour les accompagnants, bien souvent les messieurs. Hop. Voilà, ça ce sont quelques marques. Donc oui, on a un retailer qui propose des marques. On a une marque en propre, mais sinon ce sont toutes des marques externes à l'entreprise que l'on redistribue. On a une 70aine de marques qui sont proposées dans nos points de vente. Alors voilà, maintenant parlons un petit peu de notre activité e-commerce, mais je pense que c'était important de poser le décor parce qu'on va le voir que tout est assez lié. Ça c'est la homepage de notre site e-commerce. On a lancé notre activité e-commerce en 2015. Il est vrai qu'à l'époque, on doit l'admettre, on s'est un peu lancé dans l'aventure sans avoir une réelle stratégie. On s'est dit, on sent qu'il y a une émergence de l'activité e-commerce en général. On n'a pas envie de prendre le train en retard. Donc voilà, on se lance et aujourd'hui, 8 ans après, on peut dire qu'on est quand même très content de s'être lancé parce que c'est ça qui nous a permis d'expérimenter toute une série de choses et on n'en serait clairement pas là dans notre stratégie si on s'était dit il y a seulement 1 an, allez, on se lance, on commence à investir des ressources et on essaie de faire les choses convenablement. On est assez content, enfin en tout cas on préfère se dire que allez, imaginons on a une diminution du chiffre d'affaires. Moi, je préfère me dire qu'on a déjà investi dans l'e-commerce plutôt que de me dire, mince, on a une diminution de notre chiffre d'affaires. Et en fait, quelle en est la cause? Aujourd'hui, si on a une diminution du chiffre d'affaires, ce qui heureusement n'est pas le cas, mais on peut déjà mettre de côté cet élément-là et en tout cas se dire, ce n'est pas à cause du fait qu'on n'a pas mis des ressources et investi dans l'activité e-commerce ces dernières années. Voilà, on investit pas mal dans le mobile. Quelques chiffres au niveau de notre activité e-commerce. Alors, qu'est-ce que ça représente les ventes directes
de notre activité e-commerce par rapport à notre chiffre d'affaires global de notre activité Espace Mode, ça représente 3%. Donc je parle bien des ventes directes, je vais venir avec un autre élément un peu plus tard. Sur notre site, combien de visites on a en moyenne par jour depuis début d'année 2022? On est quand même à 3800 visites. Donc c'est quand même une réelle opportunité pour nous de pouvoir s'exprimer au travers de notre plateforme en sachant qu'il y a 3800 personnes qui viennent et qui consultent nos pages. Donc il y a moyen de dire des choses, de faire des choses, de présenter des choses. Chiffre aussi impressionnant, c'est que 71% des utilisateurs qui viennent sur notre plateforme, ils viennent avec leur mobile. Donc je ne prends même pas en compte les tablettes. C'est vraiment avec leur smartphone. 65% des visiteurs sont des femmes et 45% des visiteurs qui arrivent sur notre site arrivent via des canaux qui sont payants. Je le dis parce que c'est important de bien comprendre que si on veut réaliser des ventes ou si on veut que des visiteurs arrivent sur nos plateformes e-commerce chaque jour, eh bien, il faut quand même y mettre des moyens. Ce n'est pas comme au niveau des activités physiques où on a finalement un beau magasin qui est dans une rue commerçante importante où on a du passage. Ça, c'est clairement un outil marketing, le fait d'avoir un magasin physique qui est présent à un endroit intéressant. Ben voilà, en e-commerce, les personnes elles doivent arriver sur votre plateforme avant de pouvoir comprendre qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, le titre de la présentation, eh bien, c'est que l'e-commerce, nous, on l'utilise comme étant en fait un outil marketing, un outil qui est vraiment générateur de trafic pour nos magasins physiques. Et comme Damien le disait ce matin, c'est très important de bien savoir pourquoi on se lance dans l'e-commerce, même si, comme je l'ai dit, il faut bien admettre qu'en 2015, on n'avait pas encore une vue très claire sur pourquoi est-ce qu'on faisait de l'e-commerce, mais aujourd'hui, en tout cas, on sait pourquoi on continue à investir dans cet outil. Donc voilà. Alors, quelle est notre stratégie justement actuellement lorsqu'on décide d'investir dans l'e-commerce? Eh ben, en fait, ça nous permet clairement d'offrir des nouveaux services à nos clients. Des services que les clients, au jour d'aujourd'hui, ont l'habitude d'utiliser. Voilà, on vient d'avoir des beaux exemples avec Decathlon. Les choses évoluent très rapidement, les besoins du consommateur aussi, ses attentes. Et il faut rester à la page, il faut rester efficace dans ce qu'on propose aux clients et répondre à leur manière de consommer finalement. Alors je voudrais peut-être parler de deux services que nous on propose et qui ne seraient pas possibles sans un e-commerce. Le premier, et qui est vraiment très intéressant, c'est la possibilité de réserver des pièces sur notre e-commerce en magasin, et ce à titre complètement gratuit. Donc c'est un peu différent que le click and collect, parce que le click and collect, on paye en ligne, on vient récupérer son colis en magasin, et voilà, il y a la possibilité de vendre des articles complémentaires, mais je pense que le consommateur n'est pas vraiment dans ce mood-là lorsqu'il vient récupérer un colis qu'il a déjà payé en ligne, enfin je veux dire quand il vient en magasin. Ici, on est dans un service un peu différent. Donc, il s'agit d'envoyer finalement une communication au client via le canal qu'il aura décidé de sélectionner, que ce soit par téléphone ou par mail, donc par SMS ou par mail. Donc, on va informer le client quand son panier d'articles qu'il a réservé en ligne est arrivé finalement en magasin. Et là, clairement, c'est finalement nos collaborateurs de vente qui auront un rôle à jouer à partir du moment où les articles sont donnés aux clients au point de collecte. Et donc tout à l'heure, je disais que nos ventes directes représentaient 3% de notre chiffre d'affaires. Eh bien ici, le chiffre d'affaires qui est réalisé en magasin à la suite d'une réservation online, en magasin physique, eh bien, il se rapproche très méchamment de ce chiffre d'affaires-là. Donc en fait, on arrive presque au 5,8% qui était présenté tout à l'heure. Donc c'était la proportion des ventes en e-commerce, je pense. Ben voilà, il y a plus ou moins chez nous 6% du chiffre d'affaires qui est réalisé, en tout cas grâce à notre plateforme e-commerce. Donc ça, c'est un premier service. Et le deuxième service qu'on propose,
Nous, on appelle ça les livraisons à domicile. Donc, c'est un client qui est en magasin physique. On ne peut pas lui donner au jour où il se trouve dans le magasin le produit qu'il souhaite avoir parce que, par exemple, la taille n'est plus disponible ou parce que le coloris souhaité ne l'est plus non plus. Eh bien, on va lui proposer 2 services, soit de faire revenir la pièce de notre centrale de stock ou alors d'un autre magasin, et alors il va être notifié que la pièce souhaitée est arrivée dans le magasin de son choix, ou alors on va lui proposer un service de livraison gratuit avec également notre partenaire Bipost, et la pièce va être livrée à son domicile ou en point relais. C'est son choix à titre gratuit. Parce qu'en fait, ça rentre dans notre flux logistique e-commerce. La pièce, tout comme une pièce qui serait vendue en ligne, elle est demandée via notre système informatique à la centrale ou en magasin. Et puis, il y a un picking qui est opéré. On procède à la préparation de la commande et c'est envoyé de la même manière que les colis vendus en ligne chez les clients. Et donc, finalement, on rejoint ce parcours omnicanal dont on parlait tout à l'heure. Alors, l'autre raison pour laquelle on est aujourd'hui content d'avoir une plateforme e-commerce, le client, en fait, il vient sur notre site pour, à la base des produits, pour des informations, et c'est clairement une opportunité pour nous de s'exprimer, donc de mettre en avant nos magasins, l'intérieur des magasins, de mettre en avant nos équipes également, donc ça c'est une capture d'écran de notre site, de mettre en avant des rayons, la façon dont on présente les produits en magasin. Et clairement, ça permet d'attirer aussi des nouveaux clients. Parce que voilà, on va faire toute une série de campagnes en digital qui ont un objectif d'attraction de nouveaux clients. Une fois qu'on a réussi à les emmener sur notre site e-commerce, ils ont déjà vu qu'en passant par exemple ici devant le magasin de Saint-Georges, notre magasin ressemble à ça de l'extérieur, mais ils ont la possibilité au travers de notre site de pouvoir s'immerger à l'intérieur et de voir aussi quels sont les services qu'on peut lui proposer. Et clairement aussi, l'e-commerce, si on ne l'avait pas, en fait, on ne pourrait pas activer toute une série de campagnes que l'on réalise au niveau digital sur les réseaux sociaux, sur Google ou d'autres moteurs de recherche. Donc voilà, aujourd'hui, selon nous, c'est un must et on est super content d'en être présent. Alors, aujourd'hui, on nous a proposé de participer à ce séminaire pour partager notre expérience. On a parlé d'une série de difficultés et je crois qu'en toute transparence, c'est bien de pouvoir aussi dire ce que nous, on a pu rencontrer comme épreuve et d'expliquer comment on a pu, dans certains cas, les surmonter ou dans certains cas, qu'est-ce qui a dû être mis en œuvre pour arriver à finalement avoir une plateforme qui aujourd'hui, à notre niveau, est quand même performante. Alors quand on se lance en e-commerce, les premières questions qu'on doit déjà se poser, c'est finalement dans quel choix de plateforme est-ce que j'ai envie de m'engager. Nous, on a fait le choix de développer notre activité e-commerce en PrestaShop. C'est un CMS, un langage de programmation, dirons-nous, qui est assez, où on peut aller assez loin dans la customisation. Ça, c'était un choix qui a été fait à notre niveau parce qu'on a les ressources en interne, on a des web développeurs qui ont les capacités du coup de mettre en œuvre une série de maquettes qui auront été préalablement étudiées par nos équipes et d'avoir vraiment une expérience personnalisée et adaptée à ce qu'on avait envie de proposer à notre clientèle. Mais par contre, il y a aussi d'autres CMS qui sont bien plus prises en main et plus faciles. Donc nous, ce qu'on recommande à ce niveau-là, c'est clairement de faire une analyse, de contacter des experts avant finalement de se dire « Allez, je me lance et je choisis la plateforme qui m'a été recommandée par un ami ». Alors, l'autre challenge, c'est clairement les ressources humaines et financières qui vont devoir être déployées. On ne peut pas se dire, en tout cas à partir du moment où on veut investir de manière durable dans le temps en e-commerce, se dire qu'on va faire ça sur un coin de table 5-6 heures par semaine. Non, clairement, nous, l'e-commerce, ça représente 7 personnes qui ne travaillent pratiquement qu'à ça. Donc on a, comme je l'ai dit, 2 web développeurs, on a des opérateurs logistiques, on a 2 personnes qui s'occupent de prendre
toutes les références qu'on propose sur notre site en photo, de faire les descriptions de produits, de mettre les filtres, etc., qui sont adéquats de manière à ce que finalement, au niveau des pages catalogues, ne s'affichent uniquement les produits qui correspondent à la recherche de l'utilisateur. Je suis accompagné de Jérôme, notre responsable e-commerce aujourd'hui. On a 2 personnes qui s'occupent justement des stratégies digitales pour amener du trafic sur notre site e-commerce, de superviser le service client, le service après-vente. Il faut pouvoir aider le client quand il rencontre une difficulté. C'est super important. Et puis alors, bien évidemment, il faut aussi penser à demain. Qu'est-ce qu'on a envie de faire évoluer sur notre site ? Comment est-ce qu'on a envie de développer les maquettes qui finalement vont après être mises dans les mains des développeurs pour réaliser ce qu'on a envie de développer. Alors, quand on est retailer un peu comme nous, omnicanal, avec à la fois des magasins physiques et à la fois une plateforme e-commerce, y a une intégration avec l'ERP qui est quand même assez complexe. Il faut synchroniser les stocks. Nous, on propose également en ligne le stock qui est présent dans nos magasins physiques. Donc, c'est-à-dire que quand une vente est réalisée en point de vente, il faut que le stock s'adapte et que, très rapidement, le stock en question ne soit plus proposé en ligne, inversement évidemment. Pareil pour les prix, les promotions. Au niveau de l'entrepôt, quand on vend des produits en ligne, il faut que notre ERP en tienne compte, que les informations arrivent jusqu'à l'entrepôt, qu'on puisse procéder au picking, à la préparation des commandes. Et puis il y a pas mal d'intégration à faire avec les transporteurs, les partenaires avec lesquels on a décidé de travailler. Nous, on travaille avec Bipost et Mondial Relais. Parce que Mondial Relais, c'était surtout un choix pour aussi pouvoir proposer des livraisons à des prix quand même relativement intéressants en dehors de la Belgique. Alors le cas du client unique, ça peut paraître simple et logique de se dire qu'un client magasin, quand il vient en ligne, c'est le même client, mais non, il faut reconnaître que c'est la même personne. Nous, on a un programme de fidélité qui permet par exemple à des clients à certains moments de profiter de coupons fidélité, de coupons anniversaire, de coupons welcome. On a envie que ce client il puisse à la fois utiliser ce coupon en ligne et en magasin et de finalement adapter le parcours client qu'il souhaite adopter en fonction de ses besoins du moment. Il ne faut pas se le cacher. Qu'est-ce qui fonctionne en ligne? C'est quand on casse le prix. Les moments où on est en début de saison, où on décide de ne pas finalement casser dans sa marge, il ne faut pas se le cacher, les ventes sont un peu moins élevées. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a quand même toute une série de visiteurs qui viennent sur notre site qui sont inspirés, parce que voilà, on utilise aussi, comme je te disais tout à l'heure, notre plateforme e-commerce pour inspirer le client, pour lui donner l'envie de se rendre en magasin. Mais donc voilà, le prix est quand même clé en e-commerce. Et l'offre de produits, si à un moment donné on se limite à une certaine offre, ce qui est notre choix par exemple et notre décision, on ne peut pas se dire que le plafond de verre il va être cassé au niveau du chiffre d'affaires qui peut être réalisé. Donc voilà, au travers. Ah oui, ça c'était parce que je parlais des ressources financières à déployer. Nous, en 2019, on a dû investir dans une machine de Stepsy qui permet en fait de prendre nos produits en photo de façon portée. On a clairement constaté que dans la mise en avant de nos produits sur l'e-commerce, s'ils étaient pris en photo de façon non portée, ça ne se vendait pas bien. Donc là, il y a tout un travail pour mettre convenablement ces produits en évidence sur un e-commerce. Donc tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des ressources humaines. Et donc voilà, une machine comme ça, par exemple, on n'est pas loin de 100 000 € de dépenses. Donc voilà, par rapport à la stratégie dont on parlait tout à l'heure, selon moi, quand on se lance en e-commerce, il y a 4 gros piliers qu'il faut bien réfléchir au niveau de l'offre. Voilà, qu'est-ce que je décide de mettre en ligne sur mon e-commerce? C'est mon dernier slide.
Donc en e-commerce, qu'est-ce que je décide de mettre comme offre sur mon e-commerce? Voilà, nous on a décidé de mettre uniquement notre offre qui est aussi proposée dans nos magasins physiques. Peut-être qu'un jour on décidera d'élargir cette offre en faisant des partenariats. C'est ça qui nous permettra à un moment donné de débloquer un chiffre d'affaires supplémentaire, un peu comme finalement Decathlon l'a fait aussi, en devenant une marketplace. Maintenant, on n'y est pas encore. L'expérience client, elle doit clairement pas être négligée. On peut parler de la rapidité du site, des services proposés que j'ai évoqués. Le service client, le SAV doit être irréprochable. Quand le client il pose une question, on ne peut pas se permettre de lui répondre 4 ou 5 jours plus tard. Et puis en matière de service client, il y a aussi les délais de retour, la rapidité de l'envoi. C'est tous des éléments qui doivent être bien réfléchis, ça forme un tout, et le prix dont j'ai parlé. Donc voilà, pour répondre à la question e-commerce, opportunité ou menace, clairement, c'est une opportunité dans laquelle, à un moment donné, ça peut être très intéressant d'investir. Mais par contre, il ne faut pas se dire que quand on investit, quand on s'engage dans cette aventure-là, on peut le faire un petit peu sur le côté. Non, ça doit clairement être fait de manière sérieuse et en dégageant une série de ressources. Donc voilà, merci à vous. Merci, désolé pour le petit rappel à l'ordre horaire, c'était pas du tout une allusion à l'intérêt de ce que vous avez dit. Je trouvais ça extrêmement intéressant, extrêmement pratique et concret, et une belle expérience de chez nous. Voilà, on approche tout doucement de l'heure du déjeuner, donc on va se mettre un petit peu l'eau à la bouche. On va parler de chocolat et de macarons avec Jean-Philippe Darcy. Jean-Philippe Darcy, j'espère pour vous que vous connaissez son nom. Moi, je le connais bien. Je connais la qualité de ses produits. C'est un artisan pâtissier passionné qui a commencé à travailler à l'âge de 15 ans dans la pâtisserie. Entrepreneur à l'âge de 25 ans puisqu'il a ouvert sa première boutique. Il porte le titre envié parce qu'il est assez rare d'ambassadeur du chocolat belge. Et il était aussi à l'origine de l'introduction du macaron en Belgique. Le macaron avait sa place dans la gastronomie française. Il était méconnu en Belgique et il nous a fait découvrir le macaron. Il n'en sera jamais assez remercié. Donc le macaron et le chocolat sont ses produits phares et il les commercialise notamment via l'e-commerce, donc ce qui justifie pleinement sa présence, en dehors de la qualité de ses produits, sa présence parmi nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien comme ça. Donc je remercie Jean Jungling qui m'a fait la demande de venir faire un partage d'expérience aujourd'hui de mon site e-commerce. C'est vrai que je suis souvent plus à l'aise pour parler pâtisserie ou chocolat que du site. C'est pour ça que je vous présente Roman Senden qui est mon bras droit dans l'entreprise et qui gère le site internet et qui va répondre et m'aider en tout cas sur toutes les questions plus pratiques du site e-commerce. Alors, on va peut-être faire une petite présentation de l'ère de l'e-commerce chez Darcy. En fait, j'ai créé mon premier site internet en 2010 avec la première e-boutique. Et c'est vrai que quand je regarde dans le passé ce qu'on avait fait et ce qui se fait maintenant, il y a vraiment des grosses différences. D'ailleurs, c'était d'abord un site vitrine auquel on avait ajouté un site e-commerce, mais qui n'était pas du tout vendeur. Il fallait vraiment faire un parcours du combattant pour arriver sur les produits, donc on a vite changé un peu plus tard. En 2012, j'ai lancé un site e-commerce avec des amis, qui était une innovation, vraiment quelque chose de très créatif, on va en reparler juste après. Et ça, c'est vraiment un projet d'amis, et donc ça, c'était le deuxième site internet qu'on a réalisé. Alors en 2015, on a refusionné le premier site qu'on avait fait avec un nouveau site de vente en ligne. Pourquoi ? Parce qu'on avait créé la chocolaterie à Verviers, je ne sais pas si vous connaissez, on a créé
un concept unique en Belgique qui allie la fabrication du chocolat, un musée du chocolat et une académie. Et avec ce concept global, il fallait évidemment refaire un tout nouveau site. On a des bâtiments là-bas de 2900 mètres carrés qui font la production pour nos 7 boutiques. Et donc, c'était le moment de refaire un beau site Internet. Et puis en 2021, donc il y a 2 ans, on a vraiment refait le site pour encore améliorer et essayer d'ajuster la facilité d'achat, parce que je pense que dans un site internet, c'est vraiment ça qui est déterminant. Je pense que le client cale vite, et donc on a essayé d'adapter en tout cas au mieux les différents sites. Donc on va passer sur le site Chocolate, parce que c'est un peu un bébé un peu particulier, parce que c'est un projet qu'on a fait avec des amis. En fait, j'avais une connaissance, un bon ami, qui était client évidemment à la maison, et qui venait souvent acheter des chocolats chez moi quand il était reçu le week-end. Et un jour, il me dit, tiens Jean-Philippe, tu devrais mettre des lettres sur tes pralines, comme ça quand je viens acheter un coffret, ben évidemment je pourrais faire un petit message aux invités chez qui je vais. Évidemment, l'idée était très sympa et j'y avais déjà pensé, parce que j'avais un ami en France qui faisait déjà un peu ça, mais les lettres étaient vraiment sur toute la praline, donc c'est pas très lisible. Et puis ça me trottait en tête. Et puis je me disais, mais c'est impossible à gérer en boutique. Si jamais il manque un E, par exemple, ben évidemment, c'est le bordel de la boutique. Et puis je vois très mal un monsieur qui vient chercher un coffret pour sa femme et dire à la vendeuse avec 10 autres clients derrière, je t'aime mon amour. Ouais, c'était quand même compliqué à mettre en boutique. Et puis un jour soir, j'étais sur le site de Nespresso, puisque à ce moment-là, ils me vendaient les capsules que sur le site internet, il n'y avait pas encore de boutique. Et donc, et puis c'est Eureka, je me dis, mais le projet il est super, voilà ce qu'on va faire, on va le faire en ligne. Et donc, la semaine après, j'étais invité chez mon ami avec d'autres potes, et je lui avais préparé une petite boîte, en factice évidemment, où j'avais écrit merci pour l'invitation Alex, voilà, j'avais mis ça, et puis je lui donne. Et puis au fil de la soirée, évidemment, on en parle avec les 2 amis. Il y avait un avocat, il y avait un graphiste à table avec nous. Et c'est devenu un projet d'amis. Et à la fin de la soirée, on a dit, mais on va créer le site. Et on a créé le site. Et le site, c'est quoi en fait? C'est vraiment d'écrire un SMS chocolaté et de l'envoyer à la personne qu'on veut. Et donc, c'est lier le gourmand à l'émotion du message. Et ça, c'est assez innovant. Et donc, on a créé ce projet sur 1 an, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de travail au niveau de la création du moule de praline. C'est un moule spécial sur lequel il y a une technique spéciale pour pouvoir écrire les lettres sur chaque praline. La boîte, évidemment, le packaging, le concept du site internet, puisqu'évidemment, il fallait créer le clavier, comme vous voyez, pour pouvoir taper le message, et tout ce qui allait autour pour pouvoir faire ce projet. Je vais vous montrer la boîte, comme ça vous verrez plus clair. Hop. Donc la boîte se présente comme ceci. Et puis évidemment, quand les gens reçoivent ici, la boîte chez eux, ben, ils vont l'ouvrir et ils peuvent lire le message. Bon, ici, j'ai mis veux-tu m'épouser? Non, c'est pas pour toi, Roman, hein? Mais voilà, on a eu plein de messages croustillants, évidemment, puisqu'on a eu des demandes de divorce aussi également. On a, le message le plus croustillant qu'on a eu, par exemple, c'est pense à moi quand tu l'auras en bouche. Bon, ça c'était assez coquin, voilà. Donc là, pour le projet, évidemment, il fallait évidemment penser à l'emballage, parce qu'évidemment, du chocolat, ça ne s'en va pas comme du vêtement. Donc on a créé une boîte ISO. Hop. Donc ça, c'est la boîte carton. Une boîte isotherme, évidemment, dans laquelle on pouvait insérer des petites cales de froid, des petites cold pack, ouais, tout à fait. C'est du gel dans un contenant qui permet vraiment de garder le froid dans la boîte et qui permet d'envoyer ça dans des bonnes conditions. En tout cas, voilà pour le site Chocolate. On va peut-être avancer sur les restes, parce que autrement, on va aussi dépasser le temps. Donc, comment sélectionner les produits? Dans notre métier, c'est vrai que c'est difficile, parce qu'on a parlé de macarons tout à l'heure. Donc, on envoie des produits qui sont très très fragiles. Le macaron, c'est un produit très fragile. Donc, déjà, quand on va sélectionner les produits, on va les sélectionner en fonction de leur solidité. Ça, c'est important. Par exemple, à Pâques, dans nos boutiques, pour l'instant, on vend des œufs ainsi, mais si on envoie ça par Internet, vous vous rendez bien compte que ça ne va pas arriver dans un bon état. Du coup, on va plutôt privilégier
des œufs à plat comme ceci, où on fait des coffrets vraiment adaptés à l'envoi pour que ce soit facile à envoyer. La durée de conservation est évidemment très importante. Il faut évidemment que le produit soit conservable au minimum 5 jours, puisqu'il y a souvent 1 ou 2 jours d'envoi, voire 3. Et donc, il faut quand même que les gens reçoivent le produit et puissent le consommer de manière durable après. Tout comme les conditions de conservation sont très importantes, c'est pour ça qu'on a vu qu'on met des cool packs, qu'on essaie d'emballer ça correctement et qu'on envoie les produits les plus frais possibles. Et tous les produits qu'on envoie sont des produits qui sont à conservation ambiante pendant un certain temps. On est en retard en Belgique, c'est vrai, sur les sites internet. En France, par exemple, ils ont déjà beaucoup de transports en frais qu'on n'a pas en Belgique, donc on a difficile peut-être d'élargir la gamme dans nos métiers. Mais on a vu tout à l'heure sur le slide de M. Jacob, je pense que effectivement dans l'e-commerce alimentaire, il y a encore une vraie réticence du client à acheter dans l'alimentaire. On peut passer à la suivante. Alors, je vais te laisser, parce que là c'est plutôt elle qui gère dans l'entreprise, donc je vais lui laisser la place, et puis on se reparle après. Merci. Je savais que vous vous en sortiriez très très bien. Ouais. Du coup, oui, comme l'a dit M. Darcy, les principales difficultés qu'on rencontre, nous, dans l'artisanat, c'est vraiment autour du produit qu'on propose. Donc, on ne peut pas se permettre de proposer en e-commerce tout ce qu'on fabrique, et on doit surtout avoir vraiment une réflexion sur quels produits proposer, comment les proposer, en termes de conservation, comme il l'a dit, mais également en termes de transport. On doit trouver l'équilibre entre un système de transport rapide, du coup dû à la faible durée de conservation de nos produits, mais également en termes de prix. Donc actuellement, la solution la plus efficace qu'on ait trouvée, c'est Bipost, qui nous permet de transporter les produits relativement rapidement, relativement en sécurité également, et à des prix corrects, acceptés en tout cas par nos clients. On a travaillé par le passé avec d'autres transporteurs qui étaient beaucoup plus, avec lesquels on avait beaucoup plus de garanties, mais évidemment les prix ne nous permettaient pas de travailler avec eux. Enfin, de continuer en tout cas, pardon. C'est le delta panier moyen C'est ça. On a un panier moyen qui n'est pas très élevé, puisque le prix moyen des produits qu'on propose sur le site est relativement bas. Du coup, on ne peut pas se permettre des frais de transport trop élevés, et même en avertissant le client des raisons pour lesquelles ces transports sont aussi chers, ça risquerait d'être un réel frein à nos ventes. Donc ici, c'était plutôt les difficultés liées aux produits, liées vraiment aux produits de bouche. Après, il y a des difficultés plus générales qu'on rencontre, qui ont déjà été abordées. Mais à notre échelle, donc M. Darcy en a pas parlé, mais on a toujours une petite structure. Donc c'est vraiment un travail d'artisan. Dans l'équipe administrative, commerciale, marketing, on n'est que 3. Et du coup, on est bien obligé de faire avec. Voilà, c'est ça. Du coup, la principale difficulté pour nous avec l'e-commerce, c'est le temps que ça demande, c'est la gestion quotidienne du site. Donc, même sans entreprendre de grandes campagnes, juste en alimentant le site quotidiennement, en essayant de le tenir à jour, ça demande un temps dingue. En termes de logistique, c'est très compliqué aussi. Nos produits sont fragiles. Du coup, en termes d'emballage, on doit vraiment multiplier les solutions. On doit avoir des emballages adaptés presque à chaque produit, sans pouvoir anticiper les commandes dans lesquelles il y aura plusieurs produits. Dans chaque carton, les produits sont protégés individuellement pour être sûrs d'arriver en bon état. Donc c'est vraiment très compliqué, ça demande beaucoup de place pour finalement un rapport de vente qui n'est pas proportionnel. Et il y a aussi la question environnementale. Donc, on doit protéger au maximum nos produits. Donc, chaque produit est emballé individuellement dans un papier bulle. Maintenant, on remarque également de la part de nos clients une demande d'amélioration. Donc, on est toujours, on cherche des solutions pour garantir au client un produit qui arrivera en bon état, mais sans qu'il ait 10 kilos de plastique acheté dans sa poubelle à la fin. On a notamment trouvé une solution de calage. Donc, ce sont des particules de calage qui sont fabriquées à partir d'amidon de maïs et qui se dissolvent dans l'eau, en fait. Donc, le client retourne sa caisse dans son évier et tout disparaît.
En termes d'investissement aussi, ça représente une grosse difficulté pour nous, dans la mesure où, que ce soit humainement ou en termes de ressources financières, c'est compliqué dans une structure comme la nôtre. Et alors, on l'a vu tout à l'heure dans les statistiques, il y a toujours évidemment une grande réticence de la part des consommateurs à commander des produits de bouche en ligne. Heureusement, il n'y a pas que des difficultés pour nous à être présents en e-commerce. Ça représente, on constate effectivement qu'on a une grande partie des clients qui vont d'abord consulter le site avant de se rendre en magasin. Ça, c'est indéniable. Ça peut représenter d'ailleurs une difficulté parce qu'on a essayé parfois de créer des produits à proposer uniquement sur le site. Mais alors, on constate qu'on a beaucoup de clients qui se rendent en magasin en demandant ces produits-là. Voilà, l'équilibre est difficile à gérer. Ça nous permet aussi indéniablement de toucher une clientèle plus large. Et quelque chose qu'on remarque beaucoup aussi, c'est que donc on a eu des boutiques ou des pop-up dans plusieurs villes de Wallonie ou même un peu plus larges qui n'existent pas ou plus. Et l'e-commerce nous a permis de garder cette clientèle-là. On a beaucoup de clients qui étaient fans de nos macarons parce que ça reste le produit phare de la maison Darcy et le produit qu'on vend le plus sur le site. On a énormément de clients qui continuent à commander nos macarons après la fermeture d'une boutique dans laquelle ils se rendaient souvent. Et alors forcément, pendant la crise sanitaire, ça a été salutaire pour nous. Il se fait que le premier confinement est tombé en pleine période de Pâques. Donc ça a été catastrophique parce que tout était produit et on a dû fermer les boutiques. Et heureusement, à cette époque-là, que l'e-commerce a été là pour nous sauver la mise. Voilà, tout à fait. Voilà. Du coup, l'e-commerce, est effectivement, il y a de nombreuses difficultés pour nous, surtout à notre échelle, en tant qu'artisans, mais je pense qu'on en a vraiment besoin. Tout à fait. Et que c'est une réelle opportunité de pouvoir distribuer nos produits comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, voilà. Je pense que c'est une opportunité et même si ça reste compliqué de gérer tous les jours, je pense qu'en avançant, on va mettre des choses en place petit à petit qui vont nous permettre d'évoluer et d'avoir un outil qui est bien utile à l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Merci. Ah oui. Ne partez pas de suite, on a des chocolats pour vous. Hein. Merci, je vais demander aux trois orateurs de prendre place pour une 2 secondes de séance de questions-réponses. Est-ce que quelqu'une d'entre vous, monsieur là-bas au-dessus, et puis madame en dessous. Bonjour, merci pour les exposés. Dans la logique de mieux appréhender l'évolution future du e-commerce, quels sont les taux de progression du e-commerce de vos magasins par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires global? En d'autres mots, est-ce que le e-commerce augmente plus vite que le chiffre d'affaires global? Et si oui, autre question, de manière plus globale, à quel moment vous voyez la stagnation du e-commerce au niveau plutôt mondial alors? Oui, donc en ce qui nous concerne, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a une corrélation quand même très importante au niveau de notre clientèle e-commerce et de notre clientèle magasin physique. On se rend compte que c'est quand en fait on ouvre des nouvelles antennes physiques qu'on a une clientèle e-commerce qui augmente aussi. Donc voilà, je pense que il y a une augmentation du chiffre d'affaires e-commerce qui est peut-être légèrement plus importante que l'augmentation de nos ventes en physique, mais elle n'est pas non plus, la différence n'est pas non plus super importante. Et je pense que le plafond, le maximum de chiffre d'affaires qu'on pourra réaliser en e-commerce, il est totalement dépendant à la fois de notre présence physique et à la fois de l'offre à un moment donné qu'on décide de proposer en ligne. Nous, au niveau de Decathlon, on a été très impressionnés en fait par la résilience des magasins après la réouverture, et donc je pense que toute la question est de pouvoir agrandir le gâteau entre l'e-commerce et faire en sorte que les magasins puissent continuer. Mais
Pour être très concret, en Belgique aujourd'hui, l'e-commerce chez Decathlon, c'est 15 à 17%, et nous avons l'ambition ferme d'arriver à 30% d'ici fin 2026. C'est d'ailleurs la même ambition qui est portée par le groupe Decathlon. Et si nous atteignons 30% de notre chiffre d'affaires en digital, on aura des économies d'échelle particulièrement importantes. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais je pense qu'il faut par moment aussi, en tout cas pour une entreprise comme la nôtre, avoir une taille critique pour pouvoir absorber beaucoup de coûts fixes que vous avez dans ce domaine. Donc nous, on voit 30% d'ici fin 2026. Monsieur Darcy. Pour nous, c'est vraiment difficile de répondre à cette question parce que l'entreprise évolue avec des ouvertures et des fermetures de boutiques, donc c'est vraiment compliqué. Évidemment, on espère augmenter la part d'e-commerce on tourne autour des 3% également. Mais voilà, après, vous dire exactement jusqu'où on veut aller, ça c'est très difficile. On a vu tout à l'heure les habitudes des consommateurs, les achats dans l'alimentaire étaient très en dessous, 10 fois en dessous du matériel sportif. Madame avait une question. Oui, bonjour. D'abord, félicitations pour vos parcours. Vous avez quand même des tailles de commerce importantes. Et nos centres-villes en Wallonie sont principalement composés de commerçants qui gèrent leur commerce tout seuls. Est-ce que vous leur conseillerez d'investir dans l'e-commerce? Vous parliez de taille critique. Et donc, voilà, ma question, c'est est-ce que tous les commerçants doivent faire de l'e-commerce? Et à partir de quel moment ça devient rentable d'avoir un e-commerce? Vous avez 7 équivalents temps plein qui travaillent dans la stratégie de développement digital. Donc voilà, c'est un peu ces questions-là. À partir de quel moment on doit oser et investir dans l'e-commerce? Il faut un petit peu regarder, parce que ce qui prend beaucoup de temps quand on veut débuter, c'est, je pense, de pouvoir créer aussi son catalogue de produits. Donc, à la question, est-ce que tous ces indépendants qui n'ont pas la structure que nous on a, est-ce que tous ceux-là doivent se lancer en e-commerce? Moi, je dis que non. Par contre, il y a peut-être moyen, effectivement, de présenter ces produits sur une plateforme en étant quand même efficace. Il y en a qui arrivent à prendre en photo toute une série de produits de manière rapide, tout en créant une certaine aspiration qui donne envie aux clients de se rendre en magasin et peut-être d'acheter en ligne aussi, parce que si la photo est produite, pourquoi pas? Si en tout cas on a des affinités et qu'on arrive à trouver une certaine efficacité via une plateforme qui est assez prise en main et qui ne va pas demander trop de customisation spécifique, alors à ce moment-là, oui, pourquoi pas. Mais c'est dur de répondre oui-non. Je pense qu'il y en a qui s'en sortent très bien à le faire parce qu'ils ont une certaine efficacité, mais il y en a à qui je vais conseiller assez rapidement, je pense que si j'avais une discussion avec eux, de ne pas le faire. Oui, je m'aligne, pas de problème. Une autre question là-bas dans le fond, si elle vous plaît. Bonjour, est-ce que vous sondez les raisons pour des changements de comportement des consommateurs avant de faire des modifications dans votre stratégie et pas uniquement vous baser sur les changements de comportement? Je pense justement par exemple Decathlon qui a ouvert à la plateforme et qui a mis plein d'autres services. Est-ce qu'il y a des sondages auprès des clients sur les réactions ou juste on se rend compte que les clients vont vers là, on se rend compte que... Ou est-ce qu'il y a des questionnements sur les raisons d'être, les raisons de changement de comportement? Merci. Merci pour la question. Oui, je pense qu'il est essentiel de partir d'une analyse du marché, de voir comment les choses évoluent pour mettre en place des stratégies. Maintenant, je pense qu'on doit aussi avoir un côté, en tout cas c'est ce qu'on veut chez Decathlon, un côté vraiment où on essaye d'être innovant et d'ailleurs si vous allez de temps à autre sur Decathlon, vous allez voir beaucoup de choses apparaître qui disparaissent relativement rapidement derrière. Et je pense que c'est cette capacité, il faut le dire avec toute la transparence, c'est cette capacité justement à lancer des projets aussi, à pouvoir les arrêter assez rapidement, qui est importante dans l'innovation. Donc je dirais oui, se baser sur les besoins des clients.
Maintenant, la marketplace, par exemple, et vous avez raison, l'offre produit sur le site Decathlon qui a plus que doublé, a amené beaucoup de difficultés aussi pour des clients qui s'y retrouvent plus. Au moment où vous arrivez dans le tunnel de commande, vous voyez qu'en fait vous avez deux produits de deux fournisseurs différents, et donc que votre commande va être livrée en 2 fois. Ça, on voyait sur les enquêtes que nos clients nous demandaient plus d'offres ou plus de marques, également dans des domaines que nous proposions pas. Mais derrière, aujourd'hui, la conséquence de la marketplace, c'est que par moment, on a détérioré l'expérience client derrière, donc on doit à nouveau se repositionner. Donc je pense qu'il faut en permanence se reposer les bonnes questions. C'est les deux. Je pense que c'est très important de regarder en effet quotidiennement les avis et essayer d'avoir des avis à différents niveaux. Donc comprendre ce que le client pense de l'expérience web, comprendre ce qu'il a pensé de la livraison, comprendre ce qu'il pense du produit, parce que ce sont des choses différentes. On peut avoir une très mauvaise expérience de livraison et un excellent produit derrière, donc il faut vraiment être capable dans les avis mais nous regardons aussi chaque année notre positionnement sur le marché et ce que les clients demandent et pensent de Decathlon, et donc ça c'est chaque fois une enquête qui est déterminante en fait dans nos stratégies. Je voulais prolonger la question auprès de M. Darcy. Est-ce que quand se lancer dans l'e-commerce comme vous le faites, est-ce que c'est procéder un peu par essai et erreur? Ah non, alors nous on est arrivé par l'e-commerce, je voulais en parler pendant la présentation, j'ai oublié d'en parler, vraiment un peu par hasard. En fait, je fais partie d'une association française de pâtisserie qui s'appelle les Relais Desserts. Et donc, il y a Pierre Hermé et à la Maison Le Nôtre, vraiment des poids lourds de la pâtisserie française. Et en 2010, quand j'ai lancé le site, en fait, eux, ils avaient déjà leur site et ils cartonnaient sur leur site. Sauf que eux, ils s'adressent à un marché français et même européen qui est colossal. C'est des stars de la pâtisserie. Et donc, moi, quand j'ai ouvert, eux, ils faisaient des beaux chiffres d'affaires et moi, je faisais un petit chiffre d'affaires. Donc, voilà, on est arrivé dans le site internet comme ça, et puis depuis, on essaye d'avancer petit à petit avec les moyens de l'entreprise évidemment, et puis on fait du mieux qu'on peut, et ce genre évidemment de séminaire va nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, je pense. Une autre question, dans encore quelques minutes. Oui, madame, au premier rang. Ça va vous obliger à faire un... Bonjour, merci pour vos interventions super intéressantes. Monsieur Darcy, vous avez activé les chèques entreprises pour aider votre projet? Oui, tout à fait. On a eu droit à des aides de la région wallonne pour chaque site qu'on a fait. On a demandé les aides. Maintenant, on a vu beaucoup d'aides au numérique qui se mettent en place, notamment pour les consultances. Donc, je pense qu'on va mettre ça en route pour justement améliorer tout ce qui est amélioré chez nous. Et vous, monsieur Makers? Oui, je sais qu'à plusieurs reprises, on a pu profiter effectivement des chèques entreprises. Maintenant, c'est vrai que ça se limite souvent à la partie analyse et pas à la partie mise en œuvre. Donc voilà, c'est déjà très bien d'avoir des aides et des financements par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on va être vite limité à un moment donné pour la mise en œuvre. Non, ça ne nous empêche pas, nous, de faire appel à des consultants et à des experts qui viennent une fois tous les mois ou tous les 2 mois, une journée en opco pour challenger nos équipes et pour remettre certaines choses en question. Merci. J'ai la même question aussi pour vous. Non, je ne pense pas qu'on ait fait appel à ça, et je ne pense pas que Decathlon, moi je me verrais mal utiliser aujourd'hui de l'argent public vraiment pour notre développement digital. Par contre, quand on parlait de transformer les métiers en magasin, proposer des formations digitales pour pouvoir aider, ça je pense que c'est particulièrement important. Donc je ne sais pas exactement à quoi font référence ces chèques, mais je dirais pour l'expertise digitale, la mise en place de nos stratégies, non. Par contre, pour nous aider dans l'accompagnement humain, oui, certainement. C'est en tout cas mon point de vue personnel. Merci. Merci. S'il n'y a plus de questions, nous allons passer... Ah oui, pardon, madame, encore. Bonjour. Donc, vous avez évoqué ici l'e-commerce au travers des sites web. Est-ce que c'est suffisant, ou alors est-ce que vous devez coupler cela avec, par exemple, une présence sur les réseaux sociaux? Et inversement, est-ce qu'une présence sur les réseaux sociaux
est suffisante pour vendre ses produits en ligne. En tout cas, faire la publicité ou la présentation des produits. Je pense que tout de même, il faut être vraiment omnicanal, comme on l'a entendu beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'il faut essayer d'être présent un maximum partout et d'avoir des vraies synergies entre les boutiques, les réseaux et le site internet. Nous, on le fait à notre petit niveau du mieux qu'on peut, parce que c'est vrai qu'avec des produits gourmands, c'est peut-être plus facile d'aller chercher des belles photos et d'attirer un peu les gens. Mais je pense que c'est important justement d'avoir ça. Maintenant, quant à la rentabilité d'un tel site pour des artisans comme nous, ça reste compliqué, je ne le cache pas. Voilà. Mais voilà, on pense que c'est important pour l'entreprise, pour le futur de l'entreprise. Nous, on est actifs à la fois évidemment sur les réseaux sociaux et à la fois via une plateforme e-commerce. Donc évidemment, on essaye, par exemple ici, on est en Action Jeans, on va communiquer sur l'ensemble des canaux de la façon la plus cohérente possible. Et on va essayer de cibler aussi nos différents messages sur les réseaux sociaux, parce que derrière, on va essayer d'adapter le contenu en fonction de la cible qu'on souhaite toucher. Après, est-ce qu'on peut n'avoir que des réseaux sociaux et pas de site e-commerce ? Je pense que la réponse est oui, il y en a plein qui fonctionnent de cette manière-là. Et les réseaux sociaux suffisent à amener un côté aspirationnel qui finalement permet d'amener le client en magasin physique. À la question, est-ce qu'on peut vivre avec uniquement cet e-commerce sans réseaux sociaux ? Ça me paraît plus compliqué, mais je n'ai pas trop d'avis sur la question en fait. Oui, moi je peux juste peut-être compléter. Aujourd'hui, les réseaux sociaux chez nous, ça drive à peu près 2% du trafic qui vient sur le site, donc c'est pas du tout une des sources les plus importantes. Par contre, aujourd'hui, là où nous sommes réellement attaqués, c'est sur le segment 18-25 ans, où on a tendance à perdre des parts de marché par rapport à des pure players type Zalando, et donc je pense que les réseaux sociaux font partie en effet de ces stratégies pour très très bien segmenter des cibles de clients sur lesquels on pourrait être en danger, comme c'est le cas aujourd'hui pour Decathlon, sur les profils un peu plus jeunes. Bien, il me reste à remercier les trois intervenants, également les intervenants du matin, à vous remercier aussi de votre présence et de votre grande attention. Je vous précise que tous les PowerPoint que vous avez vus sont mis en ligne sur le site du CESE et sur les réseaux sociaux du CESE, qui est omnicanal comme chacun sait. Et le dossier e-commerce fera l'objet d'un prolongement dans la revue Wallonie, la revue du CESE. Je vais laisser le mot de la fin à M. Luc Simard, le secrétaire général du CESE, en le remerciant aussi de son accueil et de l'organisation de cette journée que j'ai personnellement trouvée extrêmement intéressante. Merci Monsieur Evans. Bonjour à toutes et tous. J'ai le privilège de clôturer cette matinée très riche en termes d'apport de la part de nos différents intervenants. Les consommateurs que nous sommes toutes et tous recourent régulièrement aux achats en ligne, même si c'est variable, on l'a vu, selon les types de produits et de services. Un peu moins en Wallonie qu'ailleurs, mais pas une très grosse différence, avec une tendance probablement à l'augmentation de ce type d'achat. Du côté de l'offre et des entreprises, les différents intervenants ont indiqué qu'effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises wallonnes qui mettent en œuvre des stratégies de marketing digital, qui ont au moins un profil actif sur les réseaux sociaux. Une entreprise wallonne sur 5 environ vend en ligne effectivement à des consommateurs individuels. Il y a une progression qui a été notée, mais c'est un résultat qui reste insuffisant, notamment parce que l'ensemble de l'offre e-commerce en Belgique est relativement faible, et en particulier également en Wallonie. Monsieur Jacob nous a précisé que les chiffres d'affaires de la plupart des commerces en ligne sont relativement faibles, donc en dessous de 100 000 €. Il a également insisté sur l'importance de développer l'entrepreneuriat en la matière, d'améliorer l'information, la formation et de traiter également les problèmes posés par les distorsions de concurrence. Du côté de la Wallonie, on a noté qu'il y avait pas mal déjà d'actions qui sont entreprises pour favoriser le développement
du commerce en ligne, au travers notamment du programme Digital Commerce qui touche de nombreux commerçants. On a évoqué le chiffre de 5000. Et également actuellement les chèques relance liés à la relance, au plan de relance de la Wallonie. Le suivi de ces actions devrait amener dans les prochains baromètres de l'ADN une amplification des ventes pour ces différents secteurs. Un élément qui est revenu pratiquement dans tous les exposés, c'est la question importante de la formation, qui est un élément clé du développement de l'e-commerce. Madame Duhain nous a précisé les métiers et les compétences qui sont identifiés en matière de digital, de marketing, d'analyse des données et de la logistique qui interviennent tout à des degrés divers dans le développement du commerce en ligne, ainsi que les formations qui sont déjà disponibles auprès du Forum et de ses partenaires. Espérons que toutes ces formations soient rapidement et pleinement utilisées, voire amplifiées. Et on a ciblé également le public des dirigeants plus âgés, donc nous sommes quelques-uns ici à peut-être devoir en bénéficier. Les expériences de terrain variées et inspirantes de Decathlon, de Tricobel et des établissements d'Arcy nous indiquent les opportunités concrètes de l'e-commerce, la complémentarité avec le commerce physique, lorsque les clients consultent et comparent les produits avant de se rendre en magasin, l'élargissement de la clientèle possible à distance. Les différents apports de ce séminaire seront utiles pour alimenter les réflexions et les propositions du CESE Wallonie, notamment lors de la formulation d'avis ou l'élaboration de propositions en vue de la législature à venir. On a notamment évoqué dans les perspectives l'aspect lié à l'impact du développement du commerce en ligne sur l'immobilier, donc qui est une des préoccupations de l'Observatoire du commerce. On a cité également l'importance de la formation et des qualifications, mais qui sont régulièrement traités par le Conseil. Également les aspects environnementaux, avec à la fois des besoins d'analyse et des orientations, et l'aspect également logistique, qui sont dans les préoccupations également du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants pour leur disponibilité et la qualité de leur présentation. Merci également à la Dream Team qui a permis la réalisation de ce séminaire, en particulier le secrétariat de l'Observatoire du commerce, donc Sophie et Coralie, et le tandem de Nathalie pour le service communication du Conseil, ainsi que le président et la vice-présidente de l'Observatoire du commerce, donc M. Jungling et Mme Meren, les membres, pour avoir lancé l'initiative, et M. Evans pour l'animation. Je vous remercie également tous et tous pour votre participation. Je vous souhaite de prolonger les échanges lors du lunch. Je terminerai par la citation de Peter Drucker qui a été rappelée par M. Darcy. On obtient des résultats en exploitant les opportunités. Bon après-midi à toutes et tous.